Il a été réincarné dans un monde fantastique, mais finit par servir la déesse pour devenir son époux, et devient l'aventurier de rang SS le plus puissant après avoir créé Aharim. Kelvin était un parfait loser qui finit par être éliminé, mais obtient une seconde chance dans un monde alternatif par une déesse nommée Melfina. Il est déposé dans une forêt déserte où il se réveille finalement sous un arbre, sans aucun souvenir de sa vie passée. Il est désorienté, ne sachant ni qui il est ni où il se trouve, lorsqu'un petit menu apparaît devant lui et commence à parler. La voix explique qu'il a été réincarné dans un monde de magie et de fantaisie où il peut devenir aventurier s'il le souhaite. Il consulte ses statistiques sur le menu et découvre qu'il a choisi une classe de soutien, celle d'invocateur. Il semble plutôt content de cela et décide d'aller à la ville la plus proche pour rejoindre une guilde et commencer son aventure. En marchant dans la forêt, l'écran du menu révèle qu'elle est en réalité la déesse Mel elle-même. Ils entrent dans la ville animée où Mel lui parle de sa mémoire perdue en affirmant que, après sa mort, il a pu choisir de nombreuses compétences et, parallèlement, il a également pu invoquer Mel, qui a décidé de le rejoindre dans cette aventure. Il demande pourquoi il ne peut pas la voir, et elle répond qu'il n'a pas assez de points de mana. Il rejoint ensuite une guilde et une réceptionniste lui remet un formulaire à remplir, spécifiant ses compétences d'invocateur. Mel l'interrompt, lui conseillant de ne pas le faire car la classe d'invocateur est extrêmement rare, et il est probablement le seul dans tout le royaume. Si cette information était révélée, il pourrait avoir des problèmes. Il décide donc d'inscrire ses compétences de mage et reçoit rapidement sa carte de guilde. Elle indique qu'il est un aventurier de rang F et la réceptionniste précise qu'il doit accomplir 10 quêtes pour améliorer son rang. Elle lui montre ensuite plusieurs quêtes et il choisit de s'attaquer au Slim de la forêt pour tester ses sorts d'invocation. Avant cela, il achète une vieille baguette en bois avec tout l'argent qu'il lui reste et part pour la forêt afin de gagner de l'argent. Après avoir marché un peu, il aperçoit enfin quelques Slims et se cache immédiatement dans des buissons. Il vérifie leurs statistiques et se rend compte qu'elles sont assez faibles. Il décide donc de ne pas utiliser sa magie et de simplement les affaiblir par des attaques physiques. Il saute et attaque les Slims avec son bâton, mais les Slims esquivent tandis que l'un d'eux le frappe à la poitrine, le projetant en arrière. Kelvin se relève et se rue à l'attaque, mais le slime esquive et le contre-attaque 3 fois de suite, le mettant au sol. Kelvin se relève une dernière fois et lance une attaque à fond, balançant son bâton, mais le slime esquive à nouveau. Heureusement, cette fois, Kelvin le frappe immédiatement d'une seconde attaque qui met le slime à terre, le laissant avec très peu de points de vie. Kelvin s'approche, étend les bras, la magie s'active et le contrat est scellé. Ensuite, il invoque le slime et le nomme Claw avant d'annoncer qu'ils vont chasser d'autres slims. Le soir, il trouve enfin un groupe de slims et s'approche furtivement à travers un buisson. Kelvin dit à Claw de s'occuper de celui de droite pendant qu'il s'occupe des autres. Bientôt, ils surgissent des buissons et Kelvin utilise immédiatement sa magie du vent pour trancher la bave, tandis que Claw effectue quelques mouvements de boxe élégants avant d'éliminer son adversaire. Kelvin est confus car Claw semble extrêmement puissant et consulte le menu pour réaliser que même au niveau 1, il a des statistiques impressionnantes. Mel révèle que c'est parce qu'il est le seul invocateur de rang SS dans ce monde, et c'est pourquoi ces monstres sont si puissants. Pendant qu'il parlait, Claw trouve une autre bave et la met hors de combat avant que Kelvin ne le ramène dans sa Pokéball. Après avoir atteint la ville, il vend les noyaux des baves pour un certain profit et a assez d'argent pour manger et trouver un logement pour la nuit. En traversant une ruelle, il voit un groupe de personnes retenues et, parmi elles, de belles jeunes femmes portant des colliers. L'une d'elles serait une demi-elfe très rare, récemment capturée. Il décide d'ignorer cela et passe simplement devant pour se rendre à une auberge et prendre une chambre pour la nuit. Il descend ensuite dîner et sa vie dans ce monde commence à prendre forme. Il continue ses aventures, affrontant des loups, des monstres et autres créatures maléfiques, rêvant de devenir l'aventurier le plus puissant. Quelques jours plus tard, Kelvin, ayant accompli sa 10e quête, se rend à la guilde et passe au rang E, ce qui suscite la jalousie de nombreux aventuriers. Il demande alors une mission de haut niveau, mais avant que la réceptionniste ne puisse répondre, un homme blond, Cash, lui propose d'affronter le chevalier noir. Il prétend être de rang D et souhaite que Kelvin rejoigne son équipe. Kelvin, observant ses statistiques, détecte le mensonge. Il refuse l'offre et propose une compétition. Celui qui vaincra le chevalier noir en premier sera le vainqueur. Cash, surpris, accepte avant de quitter la guilde. Kelvin soupçonne un piège, mais décide d'aller de l'avant pour tester sa force. Cash rejoint une ruelle et retrouve ses coéquipiers, un jeune homme aux cheveux bleus et un homme corpulent. Le brute dit à Cash qu'il veut simplement tabasser quelqu'un, et avec un sourire mauvais, Cash lui répond de ne pas s'inquiéter, il a déjà trouvé une victime. Arrivé au château du chevalier noir, Cash et ses complices entrent en courant, mais en ouvrant la porte, ils découvrent que tous les monstres ont déjà été éliminés.
Kelvin surgit alors des ombres et leur annonce qu'ils sont en retard. Il affirme que le chevalier noir se trouve derrière la porte, mais pour y accéder, ils devront le combattre. Cash semble surpris, mais avant qu'il ne puisse réagir, Kelvin provoque le brute en le traitant de gros loser qui n'a jamais vu une fille. Furieux, le brute se jette sur lui, mais Kelvin utilise sa magie pour transformer le sol en sable mouvant, l'emprisonnant. Ensuite, Kelvin utilise des lames de vent, que le brute bloque tandis que les autres les évitent de justesse. Le nerd, paniqué, prend la fuite, mais Kelvin appelle immédiatement Claw, transformé en monstre gigantesque, qui le pourchasse dans le couloir. Alors que Kelvin était en aventure il y a quelques jours, Claw a commencé à agir étrangement et s'est rapidement transformé en un gigantesque monstre de slime que Mel prétend être l'une des invocations les plus puissantes qui soit, capable à elle seule de détruire un pays entier. De retour au présent, Claw projette le jeune homme contre un mur et le met hors d'état de nuire. Voyant cela, le gros homme utilise toute sa force pour sortir de la boue, mais il est immédiatement attrapé tandis que Cash se précipite vers Kelvin pour l'attaquer. Kelvin les maîtrise et, avec l'aide de Claw, les attache avec une corde. Ensuite, il ouvre la porte derrière lui pour découvrir un chevalier en armure très impressionnant, armé d'une épée gigantesque. Kelvin avance et décide de capturer le chevalier plutôt que de le combattre. Le chevalier refuse cependant le combat et il s'assoit pour converser. Le chevalier raconte son histoire au service de différents rois et lui offre même un très vieux bonbon. Kelvin va droit au but et lui demande s'il serait disposé à conclure un contrat avec lui, et le chevalier répond qu'il n'a rien de mieux à faire et acceptera si Kelvin peut le vaincre au combat. Le chevalier tombe et la bataille commence. Kelvin se rue sur le chevalier et utilise ses coups de vent, mais ils sont inefficaces tandis que Claw tente de l'attaquer par derrière. Le chevalier saisit facilement Claw et l'empêche d'attaquer pendant que Kelvin fonce sur lui et utilise la magie de terre pour créer une diversion afin que Claw puisse s'échapper. Dans le jeu, le chevalier utilise une attaque aérienne que Kelvin évite de justesse avant d'utiliser lui-même une attaque terrestre qui n'a aucun effet sur le chevalier. Le chevalier utilise une autre attaque aérienne que Kelvin esquive tandis que Claw l'engage dans un violent affrontement, le distrayant complètement et donnant à Kelvin l'occasion d'utiliser un piège. Il utilise une magie spéciale qui crée une gravité accrue autour du chevalier et celui-ci est projeté au sol. Kelvin croit avoir gagné la bataille, mais le chevalier neutralise sa magie avant de se précipiter et de porter de très puissants coups que Kelvin parvient à peine à esquiver grâce à sa magie de terre. Le chevalier réduit incroyablement vite la distance et tente de porter le coup final, mais Kelvin utilise à nouveau son sort de gravité, ralentissant le chevalier tandis que Claw apparaît devant lui et le repousse avec son rayon solaire. Le lendemain matin, Kelvin entre à la guilde, portant le casque brisé du chevalier noir, ce qui lui vaut de nombreux éloges. Il a aussi appréhendé Cash et sa bande en flagrant délit, et ils sont maintenant en détention pour leurs crimes. Il monte ensuite les escaliers vers sa chambre, et l'on découvre qu'il a réussi à conclure un contrat avec le chevalier noir. Il se dirige vers sa chambre pour un repos bien mérité lorsqu'il remarque soudain un vieil homme qui semble l'attendre. Le vieil homme se présente comme Léoté, le maître de la guilde, et sans perdre un instant, demande directement à Kelvin s'il vient d'un autre monde. Cela choque Kelvin, qui consulte immédiatement ses statistiques pour constater que Léo a un rang élevé et peut probablement voir qui il est réellement. Il s'assoit pour prendre le thé tandis que Léo raconte à Kelvin que la réceptionniste lui a dit non seulement qu'il avait appréhendé Cash et sa bande en flagrant délit, mais aussi qu'il avait vaincu le chevalier noir seul. Il dit ensuite à Kelvin qu'il sait qu'il est un invocateur. Kelvin est de nouveau choqué et se demande s'il peut mentir sur son identité, mais Mel et le chevalier lui disent qu'il ne pourra pas rester caché éternellement. Cela lui donne confiance et il révèle calmement qu'il est effectivement l'invocateur, car il est inutile de le cacher plus longtemps. Il interroge ensuite Léo en retour, lui reprochant de n'avoir pas compris que Cash et sa bande étaient des criminels, et lui demandant pourquoi il ne les a pas arrêtés. Léo répond calmement que Cash appartient à une famille noble d'un royaume voisin et qu'il était donc hors de sa juridiction sans preuve concrète. Léo dit ensuite à Kelvin de se détendre, car il n'est pas là pour être son ennemi, mais plutôt son ami. Léo révèle avoir déjà rencontré des gens d'un autre monde, dont certains sont les héros d'un royaume voisin. Mel se souvient soudain de leur réincarnation et promet de lui donner plus de détails plus tard. Léo affirme qu'une prophétie récente annonçait la résurrection prochaine du roi démon, ce qui explique la multiplication des monstres dans la région. Si violent et puissant, il dit à Kelvin qu'il veut qu'il défende la ville contre les monstres ordinaires pendant que les héros affrontent le roi démon lui-même. Kelvin demande ce qu'il obtiendra en retour et Léo répond qu'il augmentera personnellement son rang d'aventurier et qu'il sera libre d'accepter toutes les missions qu'il souhaite. De plus, ils lui fourniront tout le soutien possible et, en outre, il ne révélera jamais son secret à personne et lui accorderont une totale liberté.
Il accepte l'arrangement et est immédiatement promu au rang B d'aventurier. Il retourne à l'auberge et déjeune avant de demander à Mel l'histoire des héros réincarnés avant lui. Mel l'informe que récemment, un événement imprévu a conduit à la réincarnation de 4 autres jeunes hommes et femmes du Japon en héros qui combattront le roi démon. Il termine son déjeuner, prend l'argent qu'il a économisé avant de sortir. Mel lui demande ce qu'il compte faire avec autant d'argent et il répond avec enthousiasme qu'il va acheter un assistant. Il passe dans la même rue et remarque toutes les cages assemblées là, comme avant, lorsqu'un homme, soudainement enflammé, le dépasse en courant. Le marchand éteint rapidement les flammes. L'homme, apparemment un client irrité, s'en va. Le marchand explique qu'une de ses captives semble être touchée par une malédiction qui brûle quiconque la touche, et Kelvin, regardant, est surpris de reconnaître la demi-elfe. Il vérifie ses caractéristiques et décide de l'acheter. Le marchand, étonné, répète qu'elle est maudite, mais Kelvin, indifférent, paye et l'emmène. La jeune fille, apeurée et hésitante, le suit malgré tout. Plus tard, il se retourne et tente de la toucher, mais elle recule, affirmant être maudite et ne voulant blesser personne. Kelvin la rassure calmement, lui touche doucement la tête, puis utilise sa magie de rang SS pour dissiper la malédiction. La jeune fille, découvrant qu'elle n'est plus maudite, fond en larmes. Remerciant Kelvin pour sa gentillesse et se présentant comme Ethel, vendue en servitude dès sa naissance. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va la protéger, et la ramène à l'auberge avant de demander à la charmante dame ronde de leur préparer à manger. La dame semble sceptique envers la jeune fille, mais lorsque Kelvin explique qu'il s'agit d'une personne qui l'a recueillie, elle l'emmène dans la salle de bain pour la nettoyer soigneusement, pendant que Kelvin attend sa nourriture. Au bout d'un moment, la dame revient avec Ethel, désormais vêtue d'une tenue de servante. Ils dînent ensemble puis retournent dans leur chambre où Kelvin lui explique tout et lui montre ses autres invocations. Il consulte ses statistiques, améliore ses niveaux, et bientôt la nuit tombe et il décide de dormir pour être en pleine forme pour les aventures du lendemain. Quelques mois se sont écoulés depuis que Kelvin a commencé ses aventures et maintenant il travaille de manière beaucoup plus coordonnée. Ethel a fini par maîtriser le tir à l'arc et, avec sa magie de feu, elle est capable de porter des coups décisifs aux ennemis en un seul tir, ce qui aide beaucoup leur équipe, ainsi que Kelvin. Chloé et Greer ont utilisé des armes de mêlée toute la nuit, elle étant la seule à pouvoir utiliser des attaques à distance. Après avoir maîtrisé un arbre monstrueux, ils retournent à la guilde où la réceptionniste les félicite. Après une seule quête, Kelvin sera élevé au rang A tandis qu'Ethel obtiendra sa carte de rang B. Elle leur dit de se préparer à l'examen, mais rassurait-elle en lui rappelant son précédent examen où, grâce à son invisibilité, elle avait facilement vaincu l'instructeur pour obtenir sa carte de rang Sénange. La réceptionniste invite ensuite Kelvin et Ethel dans une confiserie nouvellement ouverte, et ils acceptent. Le lendemain matin, au marché, ils dégustent des douceurs et passent un agréable moment jusqu'à l'arrivée d'un groupe de nobles bruyants qui leur renverse la table. Kelvin demande des explications et un des hommes de main crie que Kelvin se trouve devant le 3e prince du pays voisin. Le prince, assez corpulent, commence à insulter Kelvin et lui exige de lui remettre les jeunes femmes pour un jour ou deux s'il veut obtenir son pardon. Furieux, Kelvin s'avance et projette violemment l'un des acolytes aux cheveux violets contre le mur. Il le maintient au sol avant de faire de même avec l'autre, laissant le dernier seul. Il se dirige ensuite vers le prince et utilise sa magie de gravité pour le maintenir immobile, lui demandant ce qu'il fait dans ce pays. Le prince refuse de répondre, ce qui le contraint davantage au sol. Bientôt, le gros homme crache l'information, déclarant qu'il est là pour rencontrer le maître de la guilde, Léo, car il a entendu dire qu'un nouvel aventurier extrêmement puissant utilise actuellement cette guilde comme base. Il prétend vouloir que l'aventurier le serve afin de gagner en gloire et être considéré comme digne du trône. Kelvin lui répond qu'il est cet aventurier et qu'il ne travaillera jamais pour quelqu'un d'aussi pathétique et corpulent que lui, après quoi il retourne à la guilde pour dormir. Le lendemain matin, Mel leur apporte des nouvelles, ayant récemment obtenu des informations sur les activités des héros, et elle donne à Kelvin leurs statistiques à examiner. Kelvin remarque que les héros semblent être gravement sous-nivelés, considérant que se sont réincarnés il y a un an. Mel lui dit que cela peut être problématique car le seigneur démon pourrait bientôt être ressuscité et les héros ne sont pas assez forts pour le combattre. Comparé à eux, Kelvin et son groupe sont arrivés depuis un peu plus d'un mois, mais ils sont déjà beaucoup plus forts et possèdent des armes plus avancées. Alors qu'ils examinaient leurs armes, la tenancière de l'auberge frappe à leur porte et dit à Kelvin que Léo voulait lui parler. Kelvin se rend à la guilde où Léo lui apprend que récemment, des aventuriers ont découvert une pièce secrète dans une grotte de Randé, et cette pièce semblait abriter un démon extrêmement puissant, potentiellement de rang S. Cela choque Kelvin car il n'a jamais combattu un adversaire aussi fort, mais il n'y a personne dans cette guilde capable de relever ce défi, alors il accepte la quête.
Plus tard dans la journée, Kelvin et son groupe arrivent enfin sur les lieux pour y trouver Erd, l'instructeur qui a fait passer l'examen à Ethel. Il les salue et leur demande s'ils sont là pour résoudre la quête, et Kelvin s'enquiert des développements. Erd révèle honnêtement qu'ils n'ont aucune idée de la puissance de ce démon, il a donc créé une barrière protectrice autour de la grotte pour éviter tout accident. Il les conduit dans une petite cabane munie d'une trappe par laquelle Kelvin et son groupe descendent. Ils traversent des grottes sombres et étroites, assez effrayantes, mais étonnamment, ils ne semblent détecter aucune présence vivante. Ils continuent leur chemin jusqu'à une immense porte où Kelvin leur ordonne de s'arrêter car il sent la présence non pas d'un, mais de 2 démons dans la pièce. Ils se préparent et ouvrent la porte gigantesque pour découvrir une salle remplie de crânes, plongés dans l'obscurité. Ils avancent lorsqu'ils aperçoivent soudainement une jeune fille démoniaque attachée sur un autel. Kelvin est surpris, mais avant qu'il n'ait pu réagir, une voix se fait entendre derrière eux. Il se retourne et voit un démon qui se présente comme l'archidémon Victor. Un frisson parcourt Kelvin lorsqu'il réalise que ce démon est certainement de rang S, mais il garde son calme et demande qui est la jeune fille. Victor referme simplement la porte, et la pièce s'illumine complètement. Il affirme alors que la jeune fille sur l'autel est la fille du précédent seigneur démon. C'est une nouvelle très choquante, même Mel ignorait que le dernier démon Lord avait une fille. Victor poursuit en expliquant qu'il a éliminé toutes les créatures monstrueuses de cette zone afin que tout humain puisse atteindre facilement cette salle et, sans plus de préambule, attaque Kelvin de front. Heureusement, Gérard bloque le coup avec son bouclier, mais est repoussé par sa force impressionnante. Kelvin utilise immédiatement son sort de gravité pour le maintenir en place et lui demande ce qu'il veut. Victor révèle qu'il porte une marque, et que seuls les humains peuvent la retirer. Une fois sa marque ôtée, il dévorera la fille du roi démon et deviendra le démon le plus puissant, le prochain démon Lord. Il se libère alors du sort de gravité et se prépare à tuer Kelvin et ses compagnons, mais au lieu d'être effrayé, Kelvin est débordant d'excitation car il n'a jamais affronté un ennemi aussi puissant. Victor est déconcerté de voir Kelvin enthousiaste plutôt qu'apeuré, il utilise alors un sort de magie noire et crée une nuée de monstres morts-vivants qui s'élèvent des crânes et attaquent nos héros. Kelvin utilise immédiatement sa « fente de vent » pour s'occuper de ces monstres tandis que Gérard les frappe de droite à gauche avec son épée, mais prévient Kelvin que leur nombre pourrait poser problème s'ils ne font pas attention. Ensuite, il utilise sa technique spéciale de « fente aérienne » pour éliminer un grand nombre de monstres, mais ceux-ci semblent se multiplier très rapidement. Il continue d'attaquer nos héros qui les détruisent un à un. Victor semble assez surpris et impressionné par leur performance et leur parfaite synergie. Kelvin s'approche de lui et lui demande s'il souhaite combattre maintenant. Entendant cela, Victor rit simplement et frappe le sol pour créer un nuage de fumée qui recouvre tout. Kelvin dit à Gérard de rester calme car le démon semble être sous terre. Dès qu'il tente d'attaquer, Gérard parvient à bloquer l'attaque avec son bouclier, surprenant Victor. Gérard enchaîne avec une autre attaque, mais Victor esquive avant d'attaquer Kelvin qui évite le coup. Victor réapparaît devant le chevalier noir et il s'engage dans un duel acharné, mais Victor finit par prendre le dessus et le repousse violemment. Kelvin s'inquiète un peu, mais avant même qu'il puisse réagir, une des mains démoniaques l'attaque. Il est contraint de parer et d'esquiver pour reprendre son équilibre. Victor surgit derrière lui et tente de l'attaquer, mais heureusement, Claude intervient et bloque l'attaque, sauvant la vie de Kelvin. Surpris par l'apparition de cette nouvelle invocation, Victor essaye de repousser Claude, mais celui-ci esquive tandis que Kelvin profite de la distraction pour immobiliser le démon, retenant une de ses mains. Gérard accourt et se prépare à attaquer, mais Kelvin l'arrête juste au moment où Victor utilise sa force pour briser les liens. Kelvin applique immédiatement un enchantement magique à l'épée de Gérard et lui ordonne d'attaquer, mais Victor sourit simplement, sa main déjà derrière Kelvin, prête à frapper. Kelvin demande soudainement à Ethel de se révéler et, à la surprise de Victor, elle apparaît derrière lui, une flèche complètement chargée, et la décoche. Victor parvient malgré tout à ramener sa main et bloque le coup, encaissant des dégâts considérables. Pendant que Gérard utilise cette diversion pour frapper et sectionner un de ses bras, Kelvin demande à tout le monde de reculer alors que le démon se met à rire de façon maniaque et affirme qu'il va prendre sa forme finale. Son corps commence alors à se transformer en un énorme démon. Kelvin tente rapidement de l'achever avant sa transformation complète et utilise une fissure terrestre ainsi qu'une flèche enflammée, et les coups aériens de Gérard, mais ils sont un peu trop tard car Victor se transforme en sa forme finale et son armure bloque facilement les dégâts. Victor se précipite immédiatement vers le groupe tandis que Kelvin crée un mur qui est facilement brisé, mais Gérard intercepte l'attaque au dernier moment et utilise toute sa force pour le repousser. Cela ne semble pas suffisant car le démon le domine rapidement, le jette au sol et se prépare à porter le coup final,
Mais il est touché par Ethel qui le distrait avec une pluie de flèches, donnant à Gérard l'occasion de se relever et d'attaquer Victor. Gérard lance une série de coups d'épée, mais Victor est étonnamment rapide et est capable esquiver et parer chacun d'eux. Soudain, Ethel le prend de nouveau pour cible et tandis qu'il la combat, Claude apparaît devant lui et lui lance un grand nombre d'épées maudites qui le projettent au sol. Kelvin profite de la situation et utilise l'un de ses sorts les plus puissants, accompagné des flèches enflammées d'Ethel et du rayon solaire de Claude. Cette combinaison magique le frappe en plein torse et le projette contre le mur, provoquant un violent tremblement et l'effondrement partiel du toit. À la surprise de Kelvin, Viarter utilise son corps pour protéger la fille du roi démon d'un énorme bloc de pierre sur le point de lui tomber dessus, puis s'effondre, totalement vaincu. Kelvin s'approche de lui et lui demande pourquoi il a tenté de sauver la jeune fille. Viarter révèle alors la vérité. Il explique qu'il était l'un des plus fidèles serviteurs du précédent seigneur démon et avait pour mission de garder secrète l'existence de sa fille, car cela pouvait la mettre en danger auprès des héros ou d'autres ennemis. Victor lui a appris à se battre, à lire et tout le reste dans ce château, devenu depuis une prison. Malheureusement, le jour du jugement arriva et les humains, accompagnés des héros, arrivèrent en nombre bien supérieur à celui des démons. Sachant qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à cela, le seigneur démon lui confia une dernière tâche, assurer la survie de sa fille et la protéger d'un sceau ne pouvant être brisé que par un humain au grand cœur. Tandis qu'il rendait son dernier souffle, Victor demanda à Kelvin de prendre la jeune fille avec lui, de la protéger et de lui montrer le monde, car elle n'avait jamais rien connu d'autre que la mort et la destruction. Après avoir prononcé ces derniers mots, il décéda, tandis que Kelvin s'approchait de l'autel et brisait le sceau qui maintenait la jeune fille dans son état comateux. Elle semblait comprendre ce qui se passait et se mit immédiatement à pleurer tandis que Kelvin s'efforçait de la réconforter. Après un moment, ils sortirent tous du donjon pour trouver Erd qui les attendait. Il demanda ce qui s'était passé à l'intérieur, et Kelvin mentit en disant que la jeune fille qu'il portait sur son dos était possédée par un démon, mais qu'ils avaient réussi à tuer le démon et à la sauver. Il lui donna alors un morceau de l'armure de Victor en disant que c'était la preuve qu'ils avaient tué le démon, et ils quittèrent rapidement les lieux pour s'installer au sommet d'une montagne. Il sait que si quelqu'un découvre que non seulement cette fille est un démon, mais la fille du seigneur démon lui-même, cela pourrait poser un énorme problème. Elle semble s'être calmée maintenant et se présente comme Syrah. Elle lui demande s'il est sûr de vouloir un démon dans son groupe, mais Kelvin ne peut évidemment pas manquer l'occasion de créer un harem. Elle affirme qu'il est incroyablement impressionnant qu'il ait pu vaincre Victor, l'un des démons les plus puissants de son époque, et lui demande qui il est exactement. Kelvin répond qu'il n'est pas un héros, mais juste un aventurier ordinaire qui aime le combat. Après cela, il lui demande si elle est prête à partir avec lui, mais elle a un peu peur car elle n'a jamais quitté le manoir, et encore moins visité une ville. Heureusement, Ethel et les autres la rassurent et lui expliquent à quel point ce sera incroyable, et bientôt elle est prête à les accompagner. Ils retournent en ville et tout ce que Syrah voit est nouveau pour elle. Elle s'enthousiasme pour chaque petite chose, y compris les marchands de fruits, les commerçants, les forgerons et même les fontaines. Kelvin demande à Ethel de prendre soin d'elle pendant qu'il retourne à la guilde. Dès qu'il ouvre la porte, il découvre une fête organisée par Ange pour célébrer sa promotion au rang d'aventurier. Ils mangent et boivent jusqu'à tard dans la nuit, puis s'endorment d'un sommeil profond, attendant leur prochaine aventure. Quelques jours ont passé depuis qu'ils ont trouvé Syrah, et elle s'est enfin attachée à eux. Pour améliorer les performances de son équipe, Kelvin a appris l'art de la forge et a créé une armure et des brassards magnifiques pour Syrah, une nouvelle épée pour Gérard et un objet secret pour Ethel. Fatigué de tout ce travail, il décide de se reposer lorsqu'il se souvient soudainement que depuis son arrivée, il n'a mangé que du pain, pas un seul grain de riz. Il décide immédiatement de trouver un endroit où l'on cultive du riz et, après quelques jours de recherche, il prépare un voyage vers un royaume appelé Thorage. Il voyage en charrette à cheval, une première pour Syrah, qui s'émerveille encore de tout ce qu'elle voit, y compris la rivière et le bateau. Soudain, la charrette s'arrête, des voleurs leur tendent une embuscade. Une carène aux cheveux bleus, qui semble être leur chef, ordonne au conducteur de s'immobiliser s'il tient à sa vie, tout en apercevant Ethel et Syrah à l'intérieur. Kelvin demande au conducteur s'il connaît ce groupe, et celui-ci répond qu'ils vivent dans la région de Thorage et sont une bande de voleurs réputés. Kelvin vérifie rapidement leur niveau, déçu de constater qu'ils sont inférieurs à 30. Il dit à Syrah qu'elle peut jouer avec eux si elle le souhaite, mais qu'elle ne peut pas utiliser ses brassards car cela serait trop puissant. Elle est déçue, mais sort quand même seule, ce qui surprend les voleurs, mais la carène rit simplement et dit à ses hommes de ne pas faire de mal aux filles, car le patron les voudrait indemnes. L'un des hommes s'avance, mais est projeté loin par un simple petit coup de poing. Cela choque les voleurs, mais Karen se rassure en disant aux autres que ce n'était qu'un coup de chance. Les autres l'attaquent en même temps,
mais sont également projetés de la même manière, tandis que le gros brute tente de l'écraser avec un énorme marteau. Mais à leur surprise, Syrah arrête le marteau d'une seule main puis, après un instant, le renverse sur le brutal individu qui tombe à terre, immobilisé par son propre outil. Ensuite, Syrah les attache tous avec une corde, mais Karen ne peut s'empêcher de parler et, tel un stéréotype, se met à crier qu'elle a un supérieur de niveau 70 qui leur fera payer cher. On explique aux deux jeunes femmes qu'elles sont de niveau 75 et que cela ne les impressionne pas. Puis elles arrivent enfin au royaume et Kelvin remarque qu'il ressemble à un Japon ancien. Elles se promènent dans les environs et Éphil et Syrah voient la mer pour la première fois de leur vie. Elles se rendent ensuite directement à la guilde des aventuriers où une vieille dame les accueille et affirme que Léo lui a tout dit à leur sujet. Elle dit avoir fait partie de la même équipe que Léo. Cela conforte Kelvin dans sa confiance et il lui parle des voleurs qu'ils ont appréhendés. La dame prend cela au sérieux et leur dit que ce groupe est connu sous le nom de Vent Noir, qui ont autrefois été vaincus par des aventuriers de haut rang, aujourd'hui considérés comme des héros nationaux. Selon ces informations, ces héros ont décidé de prendre le contrôle du groupe et de l'utiliser comme couverture pour un trafic d'êtres humains. Éphil réclame qu'ils doivent immédiatement retrouver ces individus et les appréhender, mais la dame affirme que ce n'est pas si simple, car s'il arrête les héros nationaux, cela pourrait engendrer une inimitié entre le gouvernement de Thorage et celui de Pars, dont ils sont originaires. Kelvin réfléchit à cela lorsqu'il sent soudainement la présence de personnes s'approchant de la porte principale de la ville, et ses soupçons se confirment lorsqu'il aperçoit le héros et son groupe entrer dans la ville. Il dit au maître de la guilde que si la troupe de héros a démantelé ce gang de voleurs, le public ne sera pas déçu et comme les héros n'appartiennent à aucun gouvernement, il n'y aura pas de problème à ce sujet. Le maître de la guilde approuve cette suggestion et invite les héros à la guilde avant de leur expliquer la situation. Pendant ce temps, Kelvin et son groupe se rendent au repère des voleurs et enfoncent la porte, assommant l'un des voleurs, pour se retrouver face à un type loufoque harcelant des femmes. Avant qu'il ne puisse réagir, Gérard le plaque contre le mur, le mettant hors d'état de nuire. Ils avancent alors et ouvrent la porte de la salle où se trouvent les chefs et un affrontement immédiat éclate. Le chef du groupe pense être à leur niveau, mais Kelvin lui fait vite comprendre que vaincre toute son équipe est plus facile que de faire la vaisselle avant de déclencher une attaque magique. Pendant ce temps, le groupe de héros entre dans le donjon et commence à parcourir les couloirs à la recherche des esclaves. Ils tombent sur une porte et la découvrent clouée devant tous les esclaves. L'homme dégaine immédiatement son épée, mais une des esclaves se précipite devant la créature gluante et explique aux héros qu'elle appartient aux aventuriers qui les ont sauvés. Ils restent méfiants, mais la mère de la jeune fille explique que des aventuriers de haut rang sont passés auparavant, les ayant libérés avant d'aller plus loin et de s'occuper des chefs. Avant de partir, ils ont laissé la créature gluante pour s'assurer de la sécurité des esclaves. Après cela, la femme dit aux héros qu'ils devraient rapidement les suivre car les chefs sont des guerriers chevronnés, et les aventuriers de haut rang ne pourront pas les affronter seuls. Le héros et son groupe sortent immédiatement de la pièce et se dirigent dans le couloir pour finalement trouver une autre porte. Ils défoncent la porte d'une autre pièce pour y trouver les véritables chefs de gang à terre, mais ils les prennent par erreur pour les aventuriers de haut rang. Ensuite, ils entrent dans une autre pièce et découvrent Kelvin et son groupe assis dans une posture menaçante, les attendant. Kelvin continue de jouer les méchants et dit à Toya, le héros, que les aventuriers de haut rang n'ont pas fait le poids face à lui, qu'ils ont beaucoup souffert pendant le combat et qu'il n'a même pas eu besoin de se forcer. Toya dégaine immédiatement son épée, suivie des autres filles de son groupe, tandis que Kelvin rit avant de se lever et de proposer un défi. Celui qui gagnera le défi imposera sa volonté aux perdants. Comme le groupe de héros ne brille pas par son intelligence, ils acceptent. Il leur annonce qu'il les affrontera tous à la fois seuls, et qu'ils peuvent utiliser toutes les méthodes qu'ils souhaitent pour tenter de le vaincre. Au début, Toya lui fait remarquer que c'est déshonorant de combattre ainsi, mais les filles. Son équipe lui fasse entendre raison en affirmant que Kelvin semble être un adversaire puissant et qu'il ne devrait pas prendre de risques. Entre-temps, Kelvin retourne à sa fête et explique son plan, utiliser les héros pour témoigner contre Christophe et sa bande de voleurs afin que les habitants du royaume n'aient d'autre choix que de les croire. De plus, il souhaite vraiment combattre le groupe de héros pour jauger leurs forces et utiliser son nouvel équipement secret. Le groupe de héros se motive et se prépare au combat. Ils déploient toutes leurs compétences spéciales et se précipitent vers Kelvin, supposant qu'il est un lanceur de sorts et incapable de combattre au corps à corps. Kelvin est cependant beaucoup plus fort et utilise simplement des explosions d'énergie qui immobilisent Toya et l'un de ses compagnons sur le coup. La jeune femme aux cheveux longs tente une attaque aérienne, mais Kelvin esquive immédiatement, seulement pour être attaqué par la dompteuse du groupe, qui a un dragon dans son sac à dos. Le dragon crache des flammes sur lui,
mais il s'applique immédiatement un bonus de vitesse et échappe à la portée de l'attaque. Il apparaît rapidement derrière la charmante jeune femme aux cheveux blancs et la touche par derrière, utilisant son armure spéciale et sa compétence nommée « voleur de compétences », qui lui permet de copier les compétences de quiconque en le touchant. Il parvient ainsi à voler la compétence spéciale de la jeune femme qui s'effondre, inconsciente. Toya se précipite sur lui, l'attaquant, mais Kelvin esquive immédiatement le coup et recule. Les jeunes femmes se mettent rapidement à soigner la jeune femme aux cheveux blancs tandis que Toya poursuit Kelvin, le frappant à plusieurs reprises, mais ses coups sont bloqués. Kelvin réalise bientôt que les compétences à l'épée de Toya sont supérieures aux siennes et, rapidement, une partie de sa baguette se brise lors d'un choc avec l'épée de Toya. Toya le poursuit tandis que Kelvin repousse simplement son épée d'un coup de poing. Cela le surprend, mais il continue d'attaquer à l'épée tandis que Kelvin utilise ses mains nues pour bloquer les coups et le repousser. Les jeunes femmes sont extrêmement surprises car Toya possède des compétences à l'épée de rang et c'est pourtant Kelvin parvient à le combattre sans armes. Bientôt, la jeune femme aux longs cheveux, Setsuna, décide de l'aider, mais Toya esquive le coup et recule en créant un immense mur de terre devant lui. Setsuna utilise son pouvoir spécial qui lui permet de couper tout ce qui se trouve devant elle, et le mur est proprement fendu en deux avant même qu'elle ait retrouvé son équilibre. Kelvin charge une puissante attaque qu'il dirige vers elle, mais l'explosion est bloquée par Toya qui encaisse de lourds dégâts pour sauver Setsuna. Ses compagnons semblent inquiets, mais il se relève, seulement pour recevoir une gifle de Setsuna qui lui demande de penser à lui aussi. Cela met Kelvin très mal à l'aise. Il reste là, attendant tandis que les filles réconfortent Toya, lui rappelant qu'ils sont une équipe et qu'ils ne peuvent avancer que s'ils collaborent. Kelvin demande si elles ont fini leur discussion, car il commence à s'ennuyer. Les héros, enfin unis, s'apprêtent à combattre lorsque soudain quelqu'un lui lance une grenade flash, le rendant complètement aveugle. La dompteuse Nana utilise immédiatement sa magie de glace pour tenter de figer Kelvin. Pendant ce temps, la charmante utilise sa magie de gravité pour immobiliser Kelvin. Simultanément, Toya et Setsuna se précipitent vers lui, épée au clair, ce qui force Kelvin. Utiliser une magie d'explosion pour créer de l'espace entre eux. Toya et Setsuna se relèvent et voient Kelvin surgir de la poussière, indemne. Il leur dit que c'était une bonne démonstration de coordination avant de se tourner vers Nana et Cutie. Il leur explique qu'après avoir lancé leur sort de confinement, elles auraient dû enchaîner avec des sorts offensifs, ce qui aurait rendu leur évasion et leur riposte aux attaques de Toya et Setsuna beaucoup plus difficiles. Il dit ensuite à Setsuna que ces attaques sont beaucoup trop faciles à anticiper et qu'elle devrait essayer de moins réfléchir avant d'agir. Cela met Toya très en colère, et il décide d'utiliser son pouvoir spécial. Son épée se divise soudainement en deux. Il se met à manier les épées avec une certaine maladresse, mais ses coéquipières, tout aussi naïves, le trouvent héroïque. Setsuna se prépare également à attaquer, mais cette fois, Nana attaque la première avec sa magie de glace la plus puissante, créant une multitude de stalactites sous Kelvin, qui se retrouve immobilisé par la glace, incapable de bouger librement. Pendant ce temps, la charmante décide également de participer et utilise sa magie pour créer un énorme golem qui charge une puissante attaque magique et la lance sur Kelvin. Il se rend compte que la situation devient intéressante, alors il crée deux golems qui bloquent l'attaque pendant qu'il leur demande de lui gagner du temps. Il commence immédiatement à créer plusieurs cercles magiques autour de lui, ce qui effraie et désoriente les héros, mais la charmante comprend rapidement qu'il essaie de préparer une attaque extrêmement puissante pour se libérer des stalactites de glace. Setsuna intervient immédiatement, tranchant les golems et se dirigeant vers Kelvin, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, il utilise ce nouveau sort qui crée de nombreuses explosions très puissantes, détruisant complètement les stalactites et le libérant. Setsuna recule, mais décide qu'elle ne peut pas le laisser prendre l'avantage et se lance de nouveau au combat. Mais Kelvin est tout simplement plus rapide qu'elle et avant qu'elle ne puisse le frapper, il la frappe à l'estomac, la faisant tomber. Soudain, l'ogre de la charmante se jette sur lui et il réalise que la meilleure façon de détruire. L'objectif est de viser le lanceur de sorts, il saute donc en l'air et fait également tomber la charmante jeune femme, détruisant complètement l'ogre. Voyant cela, Nana s'élève dans les airs sur son bébé dragon et utilise une douce magie pour se recouvrir d'un cristal de glace, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Kelvin utilise simplement la magie de confinement qu'il avait utilisée contre Victor et Nana est immédiatement immobilisée, tombant du ciel comme une plume. Toya la rattrape avant de la déposer et de tourner son attention vers Kelvin. Enragé, il se rue sur lui, mais Kelvin bloque ses attaques avec aisance. Alors que Toya se prépare pour une attaque massive, Kelvin contourne sa défense et lui assène un coup de poing, l'assommant. Plus tard, Toya se réveille et voit ses coéquipiers le regarder avec méfiance tandis que Kelvin est assis à côté de la jeune femme. Il cherche d'abord son épée, puis aperçoit Chloe assis sur les genoux de la jeune femme.
Complètement désorienté, il demande ce qui se passe, et Kelvin révèle enfin qu'il est simplement un aventurier et son groupe ont sauvé les jeunes filles avant leur arrivée. Toya demande pourquoi ils ont dû se battre, mais se souvient soudain que pendant le combat, Kelvin lui indiquait ses erreurs et essayait probablement de les entraîner. Toya s'excuse immédiatement et s'incline profondément, suppliant Kelvin de lui apprendre à combattre plus efficacement en groupe. Le lendemain matin, Kelvin rencontre la maître de guilde qui le remercie d'avoir capturé les voleurs du vent noir et affirme qu'ils sont tous gardés en lieu sûr. Elle lui demande s'il restera plus longtemps en ville, mais Kelvin répond qu'il repartira probablement bientôt après s'être reposé un peu. Ensuite, Kelvin, son groupe et les héros se rendent dans une petite grotte au bord de la mer, où Toya et son groupe combattent un calmar géant comme exercice pendant que Kelvin leur signale leurs faiblesses en tant que groupe et individuellement. Il les guide pendant le combat et le calmar est bientôt vaincu. Après cela, ils s'assoient tous autour du pique-nique préparé par Ethel, et commencent à manger pendant que Toya raconte à Kelvin comment il a été réincarné dans ce monde. Selon lui, il se reposait avec ses amis en classe lorsque soudain tout a commencé à briller et ils ont rencontré une déesse nommée Mel qui les a réincarnés dans ce monde. Ils se sont réveillés dans une cathédrale devant une prêtresse qui les guide depuis. Toya leur dit qu'ils doivent avant tout prendre soin d'eux-mêmes et éviter de se précipiter aveuglément dans le danger juste pour sauver quelqu'un. Toya s'excuse pour son comportement et explique qu'il a souvent mis son équipe en danger à cause de son complexe de héros. Soudain, Syrah revient en annonçant avoir pêché un énorme poisson, mais lorsqu'elle le sort de l'eau, il s'avère être un dragon d'eau de rang S. Syrah commence immédiatement à le frapper de ses poings, presque en jouant, tandis que Toya et son groupe sont extrêmement surpris de voir quelqu'un combattre un monstre de rang S sans même transpirer. Plus tard dans la journée, Toya et son groupe font leurs adieux. Kelvin leur offre un pendentif qu'il a fabriqué lui-même comme porte-bonheur. Ensuite, les héros embarquent sur un navire et s'éloignent sur le rivage tandis que Kelvin et Gérard les observent. Kelvin se retourne et dit à Gérard qu'il compte passer plus de temps à explorer ce continent, et Gérard semble approuver. Pendant leur conversation, un messager arrive soudainement avec un message annonçant que la reine de Thorage souhaite leur présence à la cour, et il se précipite immédiatement au château. Kelvin est surpris par l'ampleur du château et par son architecture japonaise ancienne. Gérard affirme avoir entendu dire que le premier empereur de cette région était lui aussi un homme appelé ici en héros d'un autre monde, et qu'il avait apporté des éléments de sa tradition et transformé cette région. Ils entrent finalement dans le château et, après avoir ôté leurs chaussures, ils s'inclinent tous devant la reine qui leur demande de ne pas se soucier des formalités et les remercie de leur aide pour la capture de la bande du voleur du vent noir. Elle leur explique que normalement, elle aurait organisé une grande cérémonie publique pour les honorer en tant que héros, mais étant donné qu'ils viennent d'ailleurs, cela pourrait créer des problèmes avec la population. Elle demande ensuite à Kelvin de lui faire part de son souhait, en guise de récompense pour son travail, et si c'est sous son pouvoir, elle le lui accordera. Kelvin répond simplement qu'il sait que Thorage produit une culture très semblable au riz de son monde, et demande la permission d'acheter cette culture à son royaume. La reine semble surprise et demande pourquoi il ne réclame pas d'argent, de gloire ou de richesse, mais Kelvin répond que tout cela ne l'intéresse pas vraiment et qu'il aimerait simplement avoir du riz pour lui. La reine rit et affirme qu'il n'a rien à acheter car elle fera charger son chariot d'une grande quantité de riz et s'il en manque, il lui suffit de lui écrire et elle lui en enverra davantage. Elle organise ensuite un petit banquet pour nos héros, qui dégustent une grande quantité de riz ainsi que des plats japonais traditionnels, qu'ils apprécient pleinement. Quelques jours plus tard, Kelvin et son groupe séjournent toujours au château, invités de la reine. Ethel arrive dans sa chambre et commence à préparer un grand nombre de plats japonais, qui impressionnent tout le monde, car elle possède un talent culinaire exceptionnel. Il commence à manger les boulettes de riz lorsque la reine arrive également pour en partager, affirmant que même ses chefs ne peuvent créer une boulette de riz aussi délicieuse. Elle demande ensuite à Kelvin s'il souhaiterait rester à Thorage et travailler pour elle, mais il refuse poliment l'offre, expliquant qu'ils sont des aventuriers et qu'ils ne travaillent généralement pour personne. La reine rit et lui dit que s'il change d'avis, il est le bienvenu à Thorage. Ce soir-là, ils se préparent à repartir pour Pars lorsque la reine leur annonce qu'ils vont utiliser un moyen de transport spécial et ils descendent dans un lieu souterrain pour voir une porte de téléportation. Elle explique que celle-ci est connectée à la porte de Pars et qu'ils arriveront immédiatement à destination une fois le passage effectué. Kelvin et son groupe font leurs adieux à la reine et passent la porte pour finalement atteindre leur ville natale. Le lendemain matin, Kelvin s'assoit à la table en sirotant son thé avant d'annoncer à Ethel qu'il a acheté une maison pour eux et qu'ils y resteront désormais. Ils sont tous heureux de découvrir l'imposante demeure pour la première fois et ouvrent avec impatience la porte pour entrer. Ils retrouvent aussi les deux personnes qu'ils ont aidées à Thorage, Ellie et Lucas, qui travaillent désormais comme domestiques dans ce manoir.
Syrah se précipite immédiatement pour trouver la plus grande chambre pour elle tandis que Gérard s'occupe d'aménager une salle d'entraînement dans les sous-sols. Ethel court à la cuisine pendant que Chloé semble ravie du jardin et souhaite y vivre. Kelvin arrive plus tard dans une pièce transformée en bain thermal et prend un long bain bien mérité avant de s'effondrer sur son lit pour dormir. Soudain, il entend la voix de Mel qui affirme qu'il a accumulé assez d'expérience, et Mona précise qu'il peut maintenant la convoquer. Excité au-delà de toute mesure, il se lève rapidement et récite immédiatement un sort qui crée un cercle magique, et de là descend la belle déesse Mel, aussi ravissante que ma petite amie. Elle lui demande s'il la trouve belle, et il répond qu'il a toujours rêvé de admirer une déesse avant de se coucher. Le lendemain matin, tout le monde est accueilli par Mel à table, mais personne ne semble la reconnaître. Jusqu'à ce qu'elle révèle avoir été convoquée hier soir par Kelvin. Tout le monde est surpris de se trouver en présence d'une déesse vivante, mais il s'habitue vite à sa présence tandis qu'elle déguste joyeusement les biscuits d'Ethel. Kelvin demande s'il peut l'appeler par son vrai nom, étant donné qu'elle est une déesse célèbre, mais elle répond que beaucoup de gens nomment leurs filles d'après des déesses, donc cela ne devrait pas surprendre. Elle se tourne alors vers Kelvin et, pour le remercier de l'avoir réincarné, elle lui offre un cadeau en dessinant une fleur dans l'air avec sa magie. La fleur flotte ensuite dans sa poitrine. Elle affirme qu'il possède désormais la grâce de la déesse de la réincarnation, ce qui lui conférera 2 capacités uniques au monde. Kelvin attend avec impatience la révélation tandis que Mel explique que la première capacité est défensive, utilisable une fois par mois, et le protégera d'une attaque mortelle. Kelvin est très heureux car cela lui laisse une marge de manœuvre, même en cas d'attaque surprise. Mel semble soulagé qu'il apprécie cette capacité avant de révéler que ce n'est même pas son principal pouvoir, et sa capacité spéciale principale, est désormais de convoquer ses propres héros, ce qui stupéfie tout le monde, y compris Kelvin. Plus tard dans la journée, Syrah défie Mel à un combat amical dans la salle d'entraînement du donjon aménagé par Gérard, et le combat commence. Elles donnent tout dès le départ, s'attaquant l'une l'autre avec leurs meilleures capacités dans un échange incessant. Gérard, calmement assis sur un banc dans un coin aux côtés de Lucas, observe le déroulement du combat, impressionné par les compétences des 2 participantes. Soudain, Syrah utilise une capacité spéciale qui crée des gantelets sur ses bras et se précipite pour attaquer Mel tandis que celle-ci utilise un sort pour se renforcer et charge avec une estocade de sa lance. Les attaques se heurtent et la lance de Mel se brise sur l'impact, mais Mel sourit simplement tandis que Syrah réalise que ses gantelets sont également détruits. Elle continue à combattre avant que Syrah ne prenne légèrement le dessus et mette Mel à genoux. Gérard applaudit les 2 combattantes pour leur excellente performance tandis que Syrah aide Mel à se relever. Après son bain, Mel décide de rendre visite à Kelvin, toujours préoccupé par le fonctionnement du monde. Il ne comprend pas pourquoi il faut invoquer des héros pour vaincre un seigneur démon, alors qu'il doit y avoir plusieurs aventuriers de rang capables de s'unir et probablement de le vaincre. Mel le surprend par derrière et lui fait avaler un chocolat tandis qu'il lui demande pourquoi il est nécessaire d'invoquer des héros et s'il n'y a pas moyen d'empêcher le seigneur démon de revenir. Mel lui explique que la réincarnation du seigneur démon est une vérité dans ce monde, un ordre naturel plus ou moins immuable. C'est un cycle vicieux inscrit dans le destin de ce monde, tous les 2 siècles environ, un nouveau seigneur démon naît. Elle lui dit qu'on ne peut identifier le seigneur démon, car il ressemble à un démon ordinaire, mais qu'il possède 2 attributs particuliers. Le premier est que le mal en lui se multiplie sans cesse, au point que, même s'il était bienveillant au début, au moment où il commence à régner, sa personnalité sera transformée en mal pur. La deuxième capacité la plus puissante qu'il possède est la faculté d'annuler toute forme de magie. Cela choque vraiment Kelvin qui demande comment diable ils vont pouvoir le vaincre s'il peut annuler toutes sortes de magie. Mel sourit et lui explique que c'est pour cela que les héros sont convoqués d'un monde différent. Ils ne sont pas de ce monde, donc l'ordre naturel ne s'applique pas à eux et leur magie est fondamentalement différente de celle de ce monde, ce qui signifie que le seigneur démon ne peut pas annuler leur magie. Kelvin demande si cela signifie que même sa magie affectera le seigneur démon, et Mel répond que oui. Elle ajoute que le titre de héros est simplement donné à ces personnes car cela donne un rayon d'espoir aux populations locales vivant dans ces régions déchirées par la guerre lorsqu'elles apprennent que des héros viennent les sauver. Kelvin semble toujours très sceptique à l'idée d'invoquer quelqu'un du monde normal sans son consentement et de le plonger directement dans un monde de monstres et de démons où il sera contraint de risquer sa vie. Mel semble comprendre cela et explique qu'il a 2 choix. Il peut soit convoquer une personne dans ce monde, soit la réincarner. La différence est que les personnes convoquées sont comme l'équipe de héros, des humains vivants téléportés dans ce monde, tandis que les personnes réincarnées sont similaires à Kelvin, qui a eu une seconde chance de vie dans un autre monde. Ceci lui semble plus logique et il est plus enclin à réincarner une personne dans ce monde, lui offrant une seconde chance, comme il en a eu une lui-même. Plus tard dans la soirée,
Kelvin prend sa décision et choisit de réincarner un héros dans ce monde. Tout le monde se rassemble dans les donjons tandis que Kelvin se prépare à utiliser son pouvoir spécial pour la première fois. Ils se tiennent en rang tandis que Kelvin rappelle toutes ses invocations. Ethel lui offre ensuite un verre de vodka russe car il souhaite invoquer Vladimir Poutine. Il récite ensuite les incantations et soudain un immense cercle magique apparaît au sol. Une énorme quantité de mana est utilisée, aussi s'assoit-il sur une chaise et boit du thé en attendant l'arrivée de Poutine. Il demande à Mel s'il a commis une erreur ou fait quelque chose de mal. Mel répond calmement qu'il faut juste être patient, car la personne en cours de réincarnation semble choisir ses aptitudes, entre autres. Il attend encore un peu, puis Mel annonce que le processus de sélection est terminé. Une silhouette obscure apparaît alors du cercle magique. La poussière retombée, Kelvin est un peu déçu de voir qu'au lieu de Poutine, c'est une ouvrière d'usine chinoise quelconque qui s'est réincarnée. Cette jeune fille regarde autour d'elle, confuse et hébétée, mais Kelvin s'approche calmement et lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'elle est en sécurité. Il lui explique qu'il l'a convoquée et elle s'illumine immédiatement, se présentant comme Rio et racontant avoir rencontré un ange avant d'arriver, qui lui a dit qu'elle allait bientôt devenir une héroïne. Kelvin sourit, confirme, et elle éclate en sanglots de joie, le prenant dans ses bras. Elle semble soulagée d'avoir une nouvelle chance et tellement épuisée qu'elle finit par s'endormir en pleurant. Kelvin la regarde avec adoration, mais très vite, lui aussi commence à ressentir une incroyable somnolence. A presque épuisé tous ses points de mana pour invoquer Rio. Plus tard dans la nuit, Rio se réveille de son sommeil, désorientée, et se souvient qu'elle a été réincarnée dans un nouveau monde. Elle repense à ses derniers jours à l'hôpital après avoir été heurtée par un véhicule et même les médecins n'ont pu la sauver. Elle sort du manoir et est extrêmement heureuse de voir le magnifique ciel nocturne constellé d'étoiles scintillantes. Elle se met à courir dans l'herbe avant de tomber, car elle n'est pas encore habituée à autant courir. Soudain, Kelvin apparaît et lui sourit, affirmant qu'il a été réincarné dans ce monde comme elle. Il affirme que lui aussi a été amené dans ce monde, mais qu'il n'a pas beaucoup de souvenirs de sa vie précédente. Il raconte qu'au début, il était terriblement désorienté, sans amis ni alliés, seul dans un monde totalement nouveau, mais qu'il a fini par se faire beaucoup d'amis en peu de temps et que cet endroit est rapidement devenu son chez lui. Il a continué à explorer et à combattre différents monstres et avant qu'il ne s'en rende compte. Il a été promu au rang d'aventurier dans ce monde. Rio se demande pourquoi cet homme adulte se vante autant auprès d'elle, mais elle lui répond qu'elle a toujours rêvé de vivre dans un monde fantastique car elle était une joueuse qui n'est jamais sortie et n'avait pas d'amis. Alors, quand Truck-kun a décidé de la choisir comme prochaine voyageuse, elle a été très surprise et étrangement heureuse. Elle le remercie de l'avoir invoqué dans ce monde, et Kelvin sourit avant de lui dire qu'ils ont tous les deux les cheveux noirs, ce qui est rare ici, et qu'il a donc dit à tout le monde qu'ils étaient frères et sœurs venant d'un pays lointain appelé Alabama. Elle est ravie d'apprendre cela et est rapidement intégrée officiellement au groupe et à la compagnie de Kelvin. Le lendemain matin, Kelvin emmène toute son équipe, ainsi qu'Ellie et Lucas, dans la forêt enchantée pour un genre de pique-nique. Rio est extrêmement heureuse et court partout pour découvrir ce monde, tandis qu'Ellie et Lucas demandent pourquoi ils sont là avec eux. Kelvin explique qu'il a placé 2 golems à la porte pour garder la maison, mais qu'il aimerait quand même qu'ils sachent ce qu'est le combat. Ainsi, s'ils sont un jour en danger, ils pourront se défendre et ne seront pas effrayés et désemparés. Pendant ce temps, Gérard abat un monstre. Chloé s'occupe d'un autre, et Syrah frappe un arbre pour une raison quelconque. Après, ils commencent à parier sur une compétition pour savoir qui chassera le plus de monstres en premier et s'enfonce profondément dans la forêt. Soudain, Ethel prévient Kelvin qu'elle sent la présence d'un puissant monstre errant qui s'approche. Kelvin demande à Mel de surveiller Lucas et Ellie pendant qu'il va affronter la bête. Le monstre s'avère être un loup des ombres, qui apparaît devant eux, les crocs apparents, prêts à les attaquer. Mais dès qu'il saute pour attaquer, Kelvin utilise son sort de gravité, le projetant au sol, le rendant incapable de bouger. Kelvin s'approche calmement et attend que ses points de vie diminuent légèrement avant de conclure un pacte avec la créature. Le loup entre immédiatement dans la Pokéball de Kelvin et devient l'une de ses invocations. Après, il invoque à nouveau le loup, qui fait fureur auprès des filles qui se mettent immédiatement à le câliner. Soudain, Ethel s'exclame qu'elle voit Erd et son groupe arriver dans la forêt. Erd arrive bientôt et semble surpris de voir Kelvin. Ici, il demande ce qui se passe et Kelvin prétend qu'ils sont là pour un petit pique-nique. Erd lui explique que leur groupe a récemment eu l'opportunité de devenir rambé, mais qu'ils doivent chasser de nombreux monstres dans un délai précis pour relever ce défi. Toute l'équipe d'Erd est jalouse de voir que ce monstre loup reçoit plus d'attention qu'eux, mais Erd leur demande de se calmer. Kelvin présente les filles à l'équipe d'Erd, ce qui ne fait qu'accroître leur jalousie. Elles s'enfuient alors de la forêt tandis qu'Erd tente de les rattraper. Plus tard, Gérard, Chloé et Syrah reviennent de la forêt et affirment avoir vu Erd et son équipe.
Kelvin explique qu'ils sont là pour leur examen et doivent tuer de nombreux monstres dans la forêt. Un regard coupable traverse alors leur visage. Kelvin demande ce qu'ils ont bien pu faire pendant que Ethel utilise sa magie pour vérifier la présence de monstres et fait son rapport à Kelvin, déclarant qu'elle ne trouve aucun monstre dans la forêt. Syrah a l'air très coupable et sourit avant d'expliquer qu'ils ont fini par tous les tuer. Kelvin est horrifié car Erd ne pourra pas obtenir sa promotion. Il retourne précipitamment au village et s'excuse auprès d'Erd, promettant de parler à Léo et de lui expliquer ce qui s'est passé. Erd lui dit de ne pas s'inquiéter avant de regarder Kelvin et son groupe et d'affirmer qu'il pense que Cleven pourrait être prêt pour son examen de rang S le lendemain matin. Kelvin et Rio lavent complètement le chien pour qu'il ne soit plus aussi sale qu'après sa sortie de la forêt. Rio leur explique ensuite qu'elle peut comprendre ce que le chien dit grâce à une aptitude spéciale. Kelvin est surpris car il n'a jamais entendu parler de ce pouvoir, mais très vite, Gérard appelle Rio au cachot pour continuer leur entraînement à l'épée. Dans les jours qui suivent, Rio s'entraîne à l'épée tous les jours tout en s'amusant à pêcher avec Syrah, à faire de l'exercice avec Lucas et à partir à l'aventure sur le dos du chien. Elle dort tous les jours avec le chien, ce qui laisse du temps à Kelvin et Mel pour être ensemble lorsqu'ils le souhaitent. Un soir, Kelvin est réveillé par un mouvement soudain et rencontre Syrah. Rio et le chien pendant que les autres dorment. Gérard a été posté pour garder leur porte, tandis que Syrah explique à Kelvin qu'elle pense qu'un groupe d'hommes suspects ont encerclé leur manoir pendant la nuit. Kelvin utilise sa magie pour repérer tous les hommes, mais remarque que le membre le plus haut gradé parmi eux est de niveau 26, ce qui est très faible. Syrah demande si elle devrait s'en occuper, mais Kelvin lui dit de rester et demande à Rio de sortir et de s'occuper de ses faibles avec le chien. Il lui dit qu'elle devra affronter beaucoup d'humains dans ce monde et que ce serait une sorte de test pour voir combien elle a grandi. Rio accepte et en retour, Kelvin lui donne la capacité de traverser les murs et une épée spéciale qu'il a forgée pour elle. Elle sort, accompagnée du chien, et se prépare au combat. Les deux premiers hommes qui entrent dans le manoir sont facilement maîtrisés. Elle en tue un avec son épée tandis que le chien s'occupe de l'autre. Kelvin et Syrah regardent par une fenêtre, et Syrah commente que son art de l'escrime pourrait être amélioré, mais qu'elle est quand même assez habile pour apprendre la technique d'escrime de rang S très vite. Toutes les personnes qui ont infiltré le domaine ont été maîtrisées. La première mission de Rio étant considérée comme achevée, elle fête ça avec son chien. Kelvin dit à Chloé de nettoyer et à Syrah de s'assurer que Rio ne soit pas blessé, car il va s'occuper des ennemis qui se cachent encore dans la forêt. Il trouve le chef du groupe disparate attendant le retour de ses hommes, mais Kelvin l'appelle par derrière, affirmant qu'ils ne reviendront jamais du manoir. L'homme semble choqué, mais Kelvin adopte une expression menaçante et le neutralise. Le lendemain matin, Kelvin va voir Léo qui leur dit que les individus appréhendés dans son manoir sont en détention et qu'après les avoir interrogés, il a découvert qu'ils appartenaient tous à la nation militaire de Triss. Kelvin se souvient de ce nom car le gros homme qu'il avait battu il y a longtemps appartenait également à Triss et se demande pourquoi ce royaume s'intéresse à lui. Léo répond que Triss a toujours voulu contrôler le continent entier et que récemment, de nombreux royaumes voisins ont signalé avoir repéré beaucoup d'activités de soldatés ouragans près de la frontière. Il dit aussi à Kelvin avoir découvert que les voleurs qu'il a appréhendés à Torrey travaillaient pour le gouvernement Triss, qui cherchait essentiellement à repérer tous les points d'entrée viables. Léo lui explique que leur royaume voisin, Gon, abrite le roi des rythmes, censé être la personne la plus puissante de l'est du continent et que, selon Léo, il a lui-même demandé à envoyer Kelvin et son groupe dans son empire. Ils voyagent en forêt à l'intérieur d'une voiture et semblent tous heureux de ces sortes de vacances. Kelvin, un peu stressé par son examen, explique que pour devenir un aventurier de rang S, il faut obtenir l'approbation de 2 souverains. Il en a déjà une de la reine de Torrey et le roi de Gon, Léon, lui a promis son approbation s'il accomplissait une mission. Tout le monde lui demande pourquoi il s'inquiète alors, et il explique que le roi est assez puissant, étant lui-même un aventurier de rang S, donc la seule raison pour laquelle il pourrait appeler Kelvin, c'est que Triss est impliqué. Ethel et Syrah lui disent qu'il devrait faire très attention dans cette nouvelle zone car il pourrait subir une attaque surprise et, dès qu'ils ouvriront la bouche, une flèche pourrait arriver en sifflant dans leur direction et arrêter leur véhicule. Kelvin descend immédiatement du chariot et aperçoit un groupe d'elfes dans les arbres, leurs arcs braqués sur eux. Il sort rapidement une lettre écrite qu'il a été personnellement invité par le roi de Gon et qu'il n'a aucune intention malveillante. Soudain, un des anciens du village arrive, se présente comme Nell et s'excuse de leur comportement. Il examine la lettre et constate qu'elle est authentique, affirmant qu'ils attendaient l'arrivée de Kelvin et de ses compagnons. Il regarde soudain Ethel et l'appelle Lumel, demandant où elle était passée depuis tant d'années, car il la croyait tous décédés. Kelvin lui explique qu'elle n'est pas Lumel, mais Ethel, une personne qui a été retenue captive il y a longtemps. Nell les conduit tous à leur maison dans les arbres, au cœur de la forêt, où ils s'assoient un moment.
Nell s'excuse de son erreur d'identification concernant Lumel et affirme qu'elle ressemble exactement à Lumel, disparue depuis 20 ans. Kelvin lui demande de raconter ce qui s'est passé, car cela pourrait être lié à Ethel également, et il commence à parler. Il raconte que jusqu'à il y a 20 ans, il vivait en paix sur ce côté du continent et était pratiquement invisible aux personnes extérieures à la forêt. Mais un jour, ils furent attaqués par le roi dragon de feu, l'un des rois des grands dragons. Il déclara aux villageois qu'un elfe l'avait offensé et qu'il voulait que cet elfe se présente. Sinon, le dragon jurait de détruire tout le village. Les villageois n'avaient aucune idée de ce dont le dragon parlait, et celui-ci commença à incendier le village sans épargner personne. Il tua la moitié des elfes et brûla tout le village lorsque soudain, une elfe du village, nommée Lumel, se leva et se présenta devant le dragon. Elle demanda au dragon de diriger toute sa colère sur elle et de laisser les autres elfes vivre. Le dragon la regarda, mais affirma qu'elle n'était pas celle qui l'avait offensée, mais qu'il était un homme seul qui n'avait jamais. Il avait senti la présence d'une femme, alors il saisit l'occasion et dit à Lumel que si elle acceptait de devenir sa femme et de l'épouser, il laisserait les villageois en vie. Elle accepta et il la prit sur son dos avant de s'envoler. Personne ne les a jamais revus ensuite. Kelvin demande alors quel est le problème si tout est réglé, et Nell répond que quelques années plus tard, on a retrouvé le corps sans vie de Lumel dans la forêt, et que tout le monde craint le retour du dragon pour se venger. Tout le monde regarde Éphil, et Gérard demande s'il est possible qu'Éphil soit la fille du roi dragon et de Lumel. Nell le traite d'idiot et affirme que la taille compte et que le roi dragon est certainement vierge. Elle soutient qu'Éphil est une demi-elfe, issue d'un humain et d'une elfe, ce qui implique que le dragon a été trompé par un humain, et qu'il a tué Lumel par vengeance. Kelvin leur conseille d'écrire leur fanfiction sur Tumblr tandis que Nell affirme qu'ils ne font pas face au roi dragon pour le moment. Le problème principal, ce sont des ennemis qui s'infiltrent dans les villages et kidnappent des elfes. De temps en temps, il prétend qu'ils étaient trop faibles pour les arrêter et que même les soldats disparus n'ont servi à rien. Kelvin lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va régler ce problème maintenant, et demande à Nell s'il pourrait rénover le village jusque-là, car il veut vraiment ressembler à Bob le bricoleur. Nell accepte et Kelvin se prépare à mener ce village vers l'avenir. Plus tard dans la nuit, lorsque la lune est dans le ciel, un groupe de soldats de Treason commence à s'installer sur le territoire abandonné, accompagné d'une immense horde de bêtes démoniaques qu'ils semblent contrôler à l'aide d'un appel spécial acquis par leur royaume. Ils semblent penser que l'armée disparue est composée de lâches qui ont décidé de fuir au lieu de se battre, mais leur commandant leur dit de continuer à avancer et de faire du bruit, car leur plan est d'attirer l'attention de toutes les forces disparues et de les éliminer immédiatement. Soudain, l'un d'eux est touché par une flèche, ce qui choque tout le monde car ils sont encore loin du village elfique, mais avant qu'ils ne puissent réaliser ce qui se passe, ils commencent tous à tomber comme des mouches, une volée de flèches leur étant lancée par quelqu'un qu'ils sont incapables de trouver. Nous voyons enfin que les flèches sont tirées par Ethel elle-même, assistée par Kelvin et l'arc qu'il a fabriqué pour elle. Cet arc a une portée extrêmement longue et, de plus, il est silencieux. Kelvin a fortifié le village, en faisant une véritable forteresse. Il se tient au sommet d'une tour de guet pour aider Ethel. Les murs ont été renforcés, surélevés et sont également protégés par le mystérieux brouillard de guerre de Mel. De plus, un large fossé entoure les murs, et l'eau qui le remplit est ensorcelée par la magie noire de Syrah. Tout cela rend le village quasiment imprenable. De plus, Gérard, Syrah, Doggy et Rio sont postés en dehors des remparts pour s'assurer qu'aucun ennemi ne puisse pénétrer à l'intérieur. Peu après, un soldat ennemi revient vers son capitaine au camp, annonçant une attaque et la destruction de la plupart de ses unités. Le capitaine est furieux et demande s'il s'agit de l'armée de Gon ou de Thorage, mais le soldat répond que ce n'est qu'un groupe d'aventuriers composé de 3 jeunes femmes et un loup qui a décimé leur rang avec une facilité déconcertante. Le capitaine a du mal à y croire, mais soudain, Rio et Mel surgissent des bois et remercient le soldat de les avoir guidés jusqu'à leur capitaine. Le soldat s'enfuit tandis que le capitaine réalise qu'il doit agir et décide d'utiliser son atout maître. Il sort une conque et souffle dedans, produisant un bruit assourdissant. Un monstre gigantesque se réveille alors au cœur de la forêt. Rio est stupéfaite par la taille de la créature tandis que Mel l'évalue comme un monstre de rang S. Elle se tourne vers Rio et lui demande d'affronter le monstre avec son chien. Rio hésite un instant, mais Mel affirme que si elle réussit, elle pourra être considérée comme une aventurière à part entière. Le capitaine est choqué de voir qu'une simple jeune fille et son chien s'aventurent dans la forêt pour affronter leur arme la plus puissante. Le monstre tente de frapper Rio, mais elle esquive l'attaque et s'élance le long de son bras. Elle saute dans les airs, dégaine son épée et porte un coup rapide à la tête du monstre. Mais au contact de l'épée, la tête se brise, en petits morceaux. Le monstre tente immédiatement de la frapper, mais elle esquive rapidement. Malheureusement, le monstre la poursuit et frappe le sol,
soulevant un nuage de poussière et de pierres qui la blesse. Elle retombe au sol et comprend le danger. Pour vaincre cette bête, elle doit porter un seul coup précis et mortel. Elle se rue à nouveau sur lui, accompagnée de Doggy, tandis que Claw lui donne 2 autres épées. Elle court le long de son corps et, avec Doggy, porte un coup incroyablement puissant et rapide qui tue le monstre. Avant qu'elle ne puisse célébrer sa victoire, le monstre se transforme et se relève, prenant sa forme finale. Cette gigantesque bête est maintenant entièrement enflammée. Le capitaine lui crie de finir l'ennemi, tandis que Syrah, Gérard, Kelvin et Ethel observent de loin. Ethel semble craindre pour Rio, mais Kelvin la rassure en lui disant qu'elle réussira. Le monstre tente de frapper Rio au sol, mais elle esquive facilement avant de remonter le long de son corps. Elle le regarde une dernière fois et lance un « Hasta la vista, baby » en répétant la même attaque, détruisant complètement la bête. Cela terrorise le capitaine et ses soldats qui s'enfuient, incrédules qu'une petite fille ait vaincu leur monstre le plus puissant. Kelvin semble fier de Rio tandis que lui et Ethel observent les ennemis dispersés de loin, lorsque soudain KL-20 sent une attaque et crée une barrière autour d'eux, juste à temps pour bloquer une attaque incroyablement puissante. Une fois la poussière retombée, Kelvin remarque un homme volant dans les airs avec ses complices, qui félicitent Kelvin d'avoir bloqué l'attaque, tout en réalisant que cet ennemi est extrêmement puissant. L'homme se présente comme Clive et remarque immédiatement Ethel, ses yeux s'illuminant. Il lui déclare aussitôt qu'elle est la plus belle personne qu'il ait jamais vue et tente de l'amadouer. Avant que cela ne la touche cependant, Kelvin l'intercepte et utilise une explosion pour le repousser. Clive le regarde une nouvelle fois comme un simple insecte et demande quel est son problème. Cela le met totalement en colère et il ordonne à Clive de reculer, car personne ne touche aux filles de son groupe. Kelvin décide de jouer la prudence et consulte ses statistiques pour réaliser que Clive est niveau 91 et semble posséder de nombreuses compétences qu'on ne peut obtenir qu'après une réincarnation. Il lui crie dessus immédiatement, lui demandant s'il a été réincarné, ce qui choque Clive car il comprend que Kelvin doit être un personnage de très haut rang pour le savoir. Cela lui fait réaliser que Kelvin est aussi réincarné, mais il ne semble pas s'en inquiéter outre mesure. Kelvin sait que la situation pourrait dégénérer très vite, alors il dit à Ethel de descendre de la tour et de se cacher. Lorsque Clive la voit s'enfuir, il tente de lui crier de s'arrêter, mais Kelvin utilise immédiatement une puissante rafale de vent qui projette Clive et ses compagnons loin. Il profite de ce moment pour désintégrer la tour et la transformer en 4 lances géantes, prêtes à attaquer. Dès qu'il aperçoit Clive à travers la poussière, il lance immédiatement une des lances, le surprenant. Cependant, sa défense est si puissante que la lance est repoussée. Clive admet que la situation aurait pu être dangereuse sans sa formidable magie de défense, mais Kelvin lui répond que ce n'est pas fini avant de lancer les 4 lances restantes simultanément. Les lances l'attaquent de 4 directions différentes, mais toutes sont stoppées par la barrière magique de Clive. Observant cela, Kelvin décide d'utiliser des jets de magie plus puissants, mais ils sont tous inefficaces. Clive rit et affirme qu'il gaspille son temps et son énergie. Il explique à Kelvin qu'aucune attaque physique ou magique ne peut traverser sa barrière, et que généralement, tout ce qui la touche est immédiatement détruit, mais que sa magie doit être très puissante car les lances sont intactes. Il les disperse ensuite d'un souffle avant de dire à Kelvin de regarder derrière lui. Soudain, Kelvin remarque une attaque se diriger vers lui, il la bloque immédiatement avec son bâton tout en utilisant son autre 3 lances pour neutraliser les autres attaquants. Soudain, Kelvin se rend compte que toutes ses filles semblent sous son charme et sous son contrôle, alors il les repousse. Clive lui dit d'admettre sa défaite car il ne pourra jamais le vaincre, mais soudain un rayon extrêmement puissant frappe sa barrière et la détruit complètement. Choqué, il baisse les yeux et trouve Ethel le visant avec un arc. Pendant ce temps, Kelvin invoque plusieurs golems et leur donne les lances pour équilibrer le champ de bataille, mais leur ordonne de ne pas tuer les filles. L'affrontement commence entre eux, laissant Kelvin et Clive s'affronter en duel. Clive se met dans l'ambiance du combat et sort son bâton avant qu'ils ne s'envolent tous les deux dans les airs. Clive le félicite pour sa capacité à le suivre, mais Kelvin est prêt à tester qui est le plus rapide et décide de le défier. Clive utilise immédiatement une explosion magique contre lui, mais Kelvin esquive avant de riposter avec l'un de ses propres rayons magiques qui est bloqué. Ils commencent à se battre dans les airs, et ce qui semblait être un combat entre 2 mages se transforme rapidement. Au cœur d'un combat aérien de la Seconde Guerre mondiale, se livrant à des figures acrobatiques tout en s'échangeant sans cesse des rafales de projectiles magiques. Clive semble avoir l'avantage, poursuivant Kelvin, mais ce dernier esquive la plupart des attaques avec aisance. Soudain, il se rapproche dangereusement de golems combattants, et les tirs errants de Clive frôlent ses alliés. Kelvin s'inquiète et le somme d'arrêter, car il risque de blesser ses coéquipiers. Clive, indifférent, poursuit son attaque, forçant Kelvin à manœuvrer pour protéger ses compagnes.
Ils prennent de l'altitude, Clive raillant Kelvin pour son attachement aux habitants de ce monde. Il lui rappelle qu'ils n'en sont pas originaires, et qu'ils n'ont donc pas à se soucier d'eux. Cela met Kelvin en colère, lui qui a tissé des liens avec les gens de ce monde. Il se prépare au combat, Clive activant son bouclier et Kelvin décide de lancer l'une de ses attaques les plus dévastatrices. L'affrontement a lieu dans le ciel et les conséquences sont désastreuses, une énorme explosion se produit. Clive réalise que sa barrière est brisée, tandis que Kelvin perd son bâton. Clive se fait une légère égratignure au visage, mais, exaspéré de façon disproportionnée, il se met à crier qu'il va tout détruire. Il commence à charger sa magie de rang S, équivalente à une catastrophe naturelle majeure, et le ciel entier devient violet. Tout le monde l'observe dans le ciel, et même Kelvin comprend que cela pourrait avoir de terribles conséquences, alors qu'un fort vent se lève. Les villageois regardent vers le haut, terrifiés. Kelvin descend sur un sommet de montagne et sort un nouveau bâton, et commence à le charger d'énergie magique. L'énergie atteint son apogée tandis que Clive se prépare à détruire toute la zone, mais le bâton de Kelvin se transforme en une faux magique et tous deux se rencontrent de plein fouet dans une énorme collision, mais Kelvin, de manière décisive, prend le dessus cette fois, brisant la magie et la neutralisant complètement. Il commence à respirer fort et remarque que Clive est dans un très mauvais état, gisant au sol, gravement blessé aux jambes. Il s'approche de Clive avec détermination pour mettre fin à son supplice, mais avant qu'il ne puisse porter le coup final, quelqu'un sauve Clive. Kelvin se retourne et découvre un monstre mécanique transportant Clive et un autre homme à lunettes qui se présente comme Tristan. Il affirme être l'un des généraux de l'armée Triss et qu'il est à l'origine de l'attaque contre ces villages. Kelvin s'approche de lui et comprend que cette téléportation qu'il vient de voir est l'une des capacités spéciales d'un invocateur, et se demande qui est Tristan. Tristan lui dit qu'ils sont défaits aujourd'hui et qu'ils vont se replier, mais ajoute que ce n'est pas la dernière fois qu'il les verra et qu'ils se retrouveront probablement plus tôt qu'il ne le croit. Après cela, il disparaît et la bataille est enfin terminée. Tout le monde contacte Kelvin pour savoir s'il va bien, et il répond qu'il est bien et retourne au village. Ethel annonce la victoire à Nell, qui est fou de joie en réalisant que le village est sauvé et ordonne immédiatement aux villageois de préparer un banquet pour leur héros. Kelvin arrive au rempart et remarque que Mel, Syrah et Rio semblent s'être lancés dans une course amicale que Rio remporte. Kelvin félicite chacun pour sa contribution à ce combat. Plus tard dans la soirée, ils organisent une grande fête après laquelle Kelvin monte au sommet de la colline pour un moment de solitude, mais Ethel, très insistante, le suit et engage la conversation. Bientôt, le reste de son groupe arrive, accompagné d'une petite elfe qui prend immédiatement Kelvin dans ses bras. Elle se met alors à rire de manière exubérante avant de révéler qu'elle est le roi Léon de ce royaume. Tout le monde est très surpris, mais il explique qu'il possède un objet qui lui permet de changer d'apparence à volonté. Il affirme avoir utilisé cet avatar pour observer discrètement le combat de Kelvin, et qu'il est fier d'annoncer qu'il a réussi l'épreuve, ce qui signifie que Kelvin est désormais un aventurier de rang S. Il annonce que bientôt une immense cérémonie dans le royaume où il recevra son grade, suivi d'un petit tournoi entre autres aventuriers de rang et cela excite Kelvin à l'idée de participer enfin à un véritable tournoi, le combat étant reporté. Ensuite, il descend de la colline pour bien dormir et être en pleine forme pour relever les défis à venir.